Quand ils sont lésés. Alors, pour rendre ces évaluations plus objectives, on a inventé il y a quelques années maintenant des échelles d'évaluation. Alors en haut, c'est plutôt pour les enfants, et en bas, c'est plutôt pour les adultes. Non, c'est la même chose, c'est-à-dire que le problème de l'échelle, donc ça s'appelle une échelle visuelle analogique, c'est-à-dire qu'on va demander au patient, adulte ou enfant, alors celle-là effectivement, en fait, pour un enfant tu as raison, mais on va demander à un patient de mettre... Ah bah si tu veux me contredire aussi, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci, mais je vais le faire, il n'y a pas de t'inquiète pas. Mais en haut, si c'est pour les adultes en haut, on est pour des débiles quand même. Si tu me demandes si j'ai mal entre 0 et 10, je peux te le dire. Si tu me montres oui, des sauf smileys, que si je peux répondre à la question que tu n'as pas posée, ça m'arrangera. Ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'il ne faut pas qu'on donne de chiffres aux gens, c'est ça que je veux dire. On va leur demander de mettre sur une échelle, alors avec ou sans les visages d'enfants, on va demander de déplacer le curseur, mais si on donne aux gens, c'est-à-dire si on dit, bah, dites-moi combien vous avez mal, etc., et puis on lui dit, oh, bah, on regarde derrière, et puis, oh, bah, vous avez 7 aujourd'hui, le patient il va se souvenir qu'il a 7. Parce que, bon, et quelque part, à ce moment-là, il induit une réponse qui est, ah bah c'est pire que la semaine dernière, c'est moins que la semaine dernière, etc. Donc ce qui est intéressant en échelle visuelle analogique, c'est d'avoir le curseur qui se déplace sur cette barrette qui monte, avec ou sans les visages, et que nous, derrière, nous, médecins, on garde le chiffre, et que le chiffre, il n'a aucun intérêt, si tu veux, parce que, est-ce que toi, si tu me mets 4, tu as moins mal, tu es plus costaud que moi, c'est sûr, et en plus, tu viens de faire du sport de manière extraordinaire, et que moi, je suis bien incapable de le faire, de toute façon. il va me parler d'Adriana. Non. Ça, non, je ferai pas. Non, je ferai pas. Ah, il m'en a parlé tout à l'heure. Oui. La réponse est oui. Il pose des questions, non, la réponse. Moi, simplement, moi, j'aurais peut-être 7, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment ça va bouger sous traitement. Oui, alors c'est ça justement. Alors une question, là, on va repasser la précédente. Voilà, comment ça se fait? C'est une autre diapo ou c'est le 0 à droite et le 10 à gauche? C'est l'envers. Elle est à l'envers, elle est inversée. Parce que je me disais, ils sont tordus. C'est plus on est vers 10, plus on a... Justement... C'est que observateur quand même. Hein. Oui, très. C'est un peu t'as peut-être fait médecine, non? Oui, j'ai fait médecine et puis je fais de la télé aussi. L'idée, c'est, tu disais qu'on n'était pas pareil, c'est-à-dire que moi je pouvais avoir 4 pour une même intensité de douleur et toi 7. Alors on va tout de suite parler de l'éducation, des origines, voilà, tout un tas de choses. On dit que dans le Nord, on est moins douillet que dans le Sud. On dit que les hommes sont beaucoup plus douillets que les femmes. Ouais, pour une fois, hein? Ça, par contre, c'est vrai. Ah, c'est vrai, mesdames. Et voilà. Messieurs, vous êtes douillets? Non. Oui. Ah, bien. C'est bien, il soit honnête. On dit que, professeur Nguyen, excusez-moi de parler des Asiatiques, on dit que les Asiatiques sont beaucoup plus zen face à la douleur que nous. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Pour la plupart. Non, mais alors... quittez votre blouse de professeur et parlez-moi du côté origine. Pourquoi les Asiatiques sont plus zen que nous? Vous êtes plus zen par l'éducation, par une philosophie de vie, par quoi? Probablement par l'éducation, quand même. Oui. C'est-à-dire, on vous apprend à ne pas vous plaindre? Il n'y a pas qu'en Asie où on apprend à ne pas se plaindre, mais c'est plus dans les mœurs. Oui. Par exemple, actuellement au Vietnam, par exemple, il n'y a pas de centre antidouleur. Parce qu'on a pas mal. Parce que le besoin, peut-être, c'est pas encore exprimé, il y a d'autres priorités, mais c'est vrai que je pense qu'on a mal comme tout le monde, hein, quand même. Non, vous avez mal comme tout le monde, mais vous ne l'exprimez pas. Oui. Ceci étant, il y a des choses. Il y a une étude il y a quelques années qui a été faite sur des césariennes réglées, c'est-à-dire des césariennes programmées avec les mêmes techniques, etc. Alors la césarienne, elle était faite sur des femmes qui étaient, entre guillemets, contentes d'être enceintes, ce n'était pas des choses dramatiques, hein, c'était vraiment une grossesse attendue, etc. etc. Et on s'est aperçu que le vécu de ces grossesses, la douleur post-opératoire liée par l'intervention, par le fait qu'on ait ouvert le ventre de ces mamans, était totalement différente dans les pays nordiques que dans les pays du Sud. C'est beaucoup plus important dans les pays du Sud. Donc c'est des choses qui quand même sont un peu étonnantes. Alors ça peut être effectivement structurel, peut-être aussi qu'il y a des problèmes de contrôle un petit peu qui sont un peu différents, et de travaux qui ont été faits à un moment, qui ont dit qu'il y avait des contrôles qui étaient un peu différents, mais ça n'a pas été confirmé. Donc... Il y a un syndrome, comme c'est bien, on est à Nantes, je peux me permettre, je n'aurais pas fait Nice celle-là, mais il y a un syndrome méditerranéen, comme disent les médecins entre eux. Parce que c'est vrai qu'entre nous, souvent, hein, vous le reconnaissez, entre nous, quand c'est des gens du Sud, on se dit, bon, il est un peu plus douillet,
Et on parle de syndrome méditerranéen, un petit peu, pour pas vexer les gens quand ils l'entendent. Culturellement, je pense qu'effectivement, il y a des façons différentes d'exprimer les choses, oui, c'est sûr. Et il y a probablement une réaction emphatique, mais peut-être aussi qu'on a des choses qu'on n'est pas encore en train de maîtriser, qui sont probablement enfin attention, comme on dit, racialement différentes, c'est-à-dire qu'on a des moyens de se défendre un peu différemment. On va passer le schéma, parce que ça aussi, c'est une autre façon d'évaluer la douleur, en demandant aux gens de remplir ce petit schéma. Oui, ça c'est très important. On va demander aux gens sur un schéma face et profil, alors d'assurer le lieu où ils ont mal, avec éventuellement des couleurs, hein, du rouge qui est la douleur la plus importante au bleu. C'est aussi très intéressant par exemple chez l'enfant, parce que ça permet de comprendre, de voir si l'enfant comprend ce qu'on lui demande. C'est-à-dire il y a l'enfant qui va barbouiller, donc là il est en train de faire un dessin, il n'a rien compris au film. Au contraire, il y a des fois où l'enfant va être extrêmement précis, ce qui permet de nous dire que manifestement il a bien compris où était le problème. Donc ce sont des outils extrêmement intéressants et qui là aussi vont pouvoir être répétitifs au fil du temps. C'est-à-dire que 3 à 6 mois après, quand on va suivre l'évolution de ce patient sous traitement, on pourra lui demander, lui il aura forcément oublié le patient, parce que la douleur c'est quelque chose qui imprègne le cerveau, mais quelque part on ne se souvient plus exactement ce qu'on a dessiné. Donc c'est très intéressant après de revoir qu'est-ce qui reste, comment ça se passe, etc. D'ailleurs, c'est extraordinaire parce que autant la mémoire d'une douleur psychologique, la perte d'un proche reste, on a l'impression d'avoir une cicatrice quelque part dans le cerveau, hein, qui se réveille de temps en temps, autant on a l'impression que la douleur, même si elle a été très intense à un moment de sa vie, est effacée de la mémoire du cerveau et on a beaucoup de mal à se souvenir d'une intensité douloureuse. Oui, je crois que... Mais ça dépend. Et tant mieux. Oui, mais ça dépend un peu, parce que parfois on parle aussi de mémoire de la douleur, notamment quand la douleur a été très chronique, très longue. Et pour des douleurs de courte durée, c'est vrai, je suis d'accord qu'on a tendance à oublier. Alors il y a d'autres, quand on pose des questions à un patient, il y a bien sûr la douleur, l'intensité, l'évaluation, on l'a vu grâce à ces réglettes ou à ces schémas, mais une douleur est souvent accompagnée d'autres symptômes qu'il faut aussi évaluer. Oui, il y a plein d'autres symptômes, en particulier donc sur ce qu'on appelle la qualité de vie. D'ailleurs, tu disais allusion, par exemple, sur la qualité de sommeil, sur la qualité relationnelle, comment les gens se sentent, est-ce qu'ils se sentent agressifs, est-ce qu'en ce moment ils s'engueulent avec tout le monde, comment se passe la vie de couple, si couple il y a, etc. Parce que c'est à la fois cause et conséquence de cette douleur. Et pour dire les choses simplement, quand on est douloureux, on ne peut pas être gai, quoi. Quand on voit des patients en consultation qui arrivent avec un grand sourire en me disant « j'ai très très mal docteur », là, c'est probablement, on est dans autre chose que de la douleur physique en tant que telle. C'est respectable, mais on est forcément dans autre chose. Donc on ne peut pas être gai, mais par contre, les deux choses viennent s'intriquer, nous sommes corps et âme, c'est ça qu'il faut arriver à évaluer. Alors, on va parler des traitements, avant d'aborder tout à l'heure les différentes pathologies qui peuvent entraîner des douleurs. Ce qui est à la fois étonnant et rassurant, c'est que dans les douleurs aiguës, par exemple, l'organisme peut se défendre tout seul. On va le voir peut-être par une petite vidéo que vous allez nous commenter. On s'est cogné le genou. Voilà, quand on se colle le genou, on crée un mécanisme de réaction inflammatoire autour de ce genou, hein, c'est le truc qu'on fait dans son bureau en tant que tel. Il va y avoir à ce moment-là des mécanismes d'autodéfense de l'organisme avec des troubles, des anomalies, des modifications, pas des anomalies, des modifications de la vascularisation qui vont se passer, qui sont des choses qu'on maîtrise absolument pas, qui sont des choses totalement réflexes, mais qui vont se traduire par la création de substances et qui vont nous permettre d'avoir, par cette modification, une sensibilité qui va se modifier et qui va donc être à un moment ou à un autre moins importante. Alors ça, c'est le phénomène vasculaire, et puis il y a également des phénomènes nerveux que vous faites tous, hein, quand vous cognez, vous caressez, entre guillemets, ou vous frottez, ce qui fait que vous allez stimuler des fibres nerveuses qui, comme le disait Jean-Paul tout à l'heure, vont permettre de moduler au niveau de la moelle épinière ce message douloureux. Donc on est capable de faire de l'analgésie dans son corps, comme M. Jourdain faisait de la peau sans savoir. Il faut se frotter les genoux douloureux. Ça dépend où, hein, docteur. Hein. Oui. Mais oui. Je n'irai pas sur ce terrain. Oui, ça m'étonne de toi. Oui, mais justement ce soir j'ai décidé d'arrêter. Jusqu'à demain. Oui, en particulier lorsque c'est des zones de coups, les coups sur les genoux, sur les coudes, etc. Oui, le fait de frotter, alors si on se cogne, hein, il va y avoir un petit dématement, et on dit que le fait de se frotter va augmenter l'arrivée de sang et risque finalement
d'augmenter l'hématome. Oui, c'est-à-dire que, mais on va frotter, on va pas appuyer comme un fou, mais on va stimuler certaines petites fibres nerveuses qui sont des contrôleurs inhibiteurs et qui vont améliorer ça. D'accord. C'est le rôle aussi du petit bisou, quand Petit câlin. le petit câlin, le petit bisou va stimuler les fibres nerveuses. Quand on était à la faculté avec Michel, au 19e, fin du 19e, C'est pour moi, je vois. non, c'était pour moi aussi, Michel. On a le même âge. T'as quel âge? Ça m'arrange. 64. Non. Si. Ah non, tu fais plus. Ah non, alors, pas la fête ensemble du tout. Bah non, je sais ce que tu dis. Ah non. T'es encore en... Ah, c'est faux. Enfin bref. Quand j'étais à la fac, moi on m'expliquait la douleur vaguement d'abord, parce qu'on n'avait pas beaucoup de courses sur la douleur, et puis on nous expliquait surtout la douleur à travers les traitements, voilà, le paracétamol, on en parlait, tout un tas d'antalgiques. Et puis un jour on s'est décidé, pour éviter que les traitements soient donnés de façon un petit peu empirique, comme ça, en fonction des habitudes des médecins, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui a décidé d'instaurer des paliers de la douleur, paliers qui sont des outils très importants pour le médecin, puisque les recommandations, on va bien sûr en parler, ont été données pour tel type de médicament pour tel palier de douleur, et après on peut monter. Alors vous avez le premier palier qui est une douleur légère, et là, ces paliers, ça va être important. Très, parce que, comme tu le dis en plus, Bois un coup, bois un coup. c'est bon. Non, bois un coup, parce que si tu continues, tu ne vas plus pouvoir parler. Et moi, je ne suis pas capable d'expliquer tout seul, tout ça. C'est la phrase qui est en dessous est fondamentale. Seul compte l'intensité de la douleur, ni l'âge du patient, ni son espérance de vie, ni la pathologie en cours. Il y a un ORL ici? Non, naturellement, bon, en fonction de la douleur, on commence par le palier le plus Allez-y, bas. je m'occupe du patient.